On commence déjà à ressentir les effets du printemps. Les papillons citrons s'envolent. J'ai même entendu ce matin un pouillot chanter. Oui, le printemps arrive. Et regardez mes crocus, ils éclosent. Alors, au travail. Voilà mon if, ou taxus si vous voulez. C'est le moment d'agir car il menace les jeunes pousses du jardin. Alors couper un if en début d'année, pourquoi pas? Oui, en début d'année on peut l'élaguer parce que le taxus repoussera même à partir d'un vieux bois dénudé, un peu comme sur les azalées. Donc avec un if, on ne peut jamais se tromper. D'ailleurs, on utilise leurs branches en pharmacie. Avec 1 mètre cube, on peut obtenir une dose pour la pharmacie. C'est donc très important. D'ailleurs, il y a des sociétés spécialisées qui les taillent pour vous. Vous pouvez aussi les déposer à la déchetterie. Il est très pratique de travailler avec une batterie. C'est d'ailleurs très écologique. Il suffit de presser sur un autre bouton et vous allez voir, les lames seront un peu plus lentes. Vous pouvez donc l'utiliser pour des tâches plus légères. Mais avec les branchages taillés, soyez très prudents si vous avez des chevaux ou des moutons qui broutent l'herbe dans les parages. Parce que l'if est toxique. Autant les jeunes pousses que les baies. Elles sont toxiques. Certains vont dire qu'ils ont déjà aperçu des grives et des merles manger les baies. Oui, ce n'est pas la baie elle-même qui est un poison. Ce n'est pas la chair du fruit, mais bien les pépins. Les estomacs des oiseaux ne digèrent pas ces pépins, ils les évacuent tout simplement ensuite. C'est comme ça que l'if se multiplie. Mais dans l'estomac d'un cheval, d'une vache ou d'un mouton, là, les pépins seront digérés avec des conséquences fatales. Donc, soyez toujours attentifs. Faites aussi bien attention à cette poignée spéciale. Maintenez-la bien comme ceci ou comme cela. Vous pourrez toujours la presser. Ce qui sera évidemment plus facile si vous devez travailler à la verticale ou aller en hauteur. Regardez. Eh oui, mon petit potager, je l'ai recouvert tout l'hiver avec les tailles de la haie. De cette manière, le sol n'a pas gelé trop profondément malgré une longue période de froid. Les vers de terre vont rester près de la surface, ce qui est favorable pour le développement d'un sol sain. Eh oui, il est temps maintenant de déblayer tout ceci. Je veux préparer le sol pour l'ensemencement des petits pois et puis des oignons. Ce sont les premières choses que l'on sème dans un potager. Je dois donc me mettre au travail, mais vous allez voir, la couche qui est en dessous, regardez, elle est déjà très meuble. Ce sera vite en ordre. Bon, regardez. Vous obtenez donc, sous ce manteau d'hiver, un sol ameubli. Même si la surface est encore dure, il y a pas mal de terre. On obtiendra donc un sol qui, après quelques rectifications, va pouvoir être ensemencé, ce que je ferai plus tard. Ici, pour commencer, on va casser la croûte en profondeur et puis ratisser, et il sera prêt. Voilà, avant de déblayer tous ces déchets vers le compost, qui va bien servir d'ici l'été, on doit encore s'occuper de ce petit figuier que j'ai acheté. Mais je n'ai pas encore trouvé le temps de le planter. Et donc je l'ai provisoirement enfoui sous terre. Je vais à présent le retirer. Sur un sol relativement dur, il est préférable de travailler avec une fourche plutôt qu'avec une bêche. Elle s'enfonce plus facilement dans la terre et la fourche va même servir à autre chose. Pour les gens qui ont des problèmes de dos,
Cette fourche est idéale pour aérer le sol. Pas besoin d'aller profondément. En réalité, il y a dans le sol différentes bactéries selon les couches et leurs besoins en oxygène. Et celles qui se trouvent près de la surface, si vous retournez la terre avec une bêche, vous allez les placer dans un milieu qui ne va pas leur plaire du tout, plus froid et pauvre en oxygène. Mais en travaillant avec une fourche plate, une grande fourchette, comme on dit chez nous, on va moins perturber l'écosystème. Regardez, cet arbuste pourra être replanté à son emplacement définitif. Voilà, pour préparer un sol relativement dur pour l'ensemencement, je le soulève tout simplement en faisant quelques va-et-vient avec la fourche plate, afin de préserver ainsi les différentes couches du sol sans les perturber. Je le rends juste plus meuble pour l'oxygéner. Ça va relativement vite, et comme je ne dois pas me pencher, je peux poursuivre comme ceci, on aère juste un peu, voilà. Et année après année, le sol va s'améliorer. Je sens la terre. Et je connais personnellement un paysan des Flandres occidentales qui se nourrit de sa terre. Bon, je ne vais pas le laisser raconter ça, parce qu'il n'a plus de dents, ce serait un peu compliqué. En tout cas, en humant la terre, on peut sentir la vie, l'odeur de l'humus. Cela sent bon le printemps. C'est une technique toute simple. On enfonce dans le sol, on malaxe légèrement comme ça, et voilà. Le lombric, ou ver de terre, va transporter les matières organiques depuis la surface jusque dans le sol. Il va les digérer. Et à la mue du ver, elle va encore plus la nourrir, ce qui va aérer le sol. Si on a de nombreux vers, le sol sera d'autant plus oxygéné. Un petit écosystème où les organismes se sentiront comme chez eux. Pour la condition physique, c'est bon de travailler au jardin. Le contact avec le sol, avec la nature, les plantes. Ce n'est pas seulement bon pour le corps, mais aussi pour l'esprit. Très enrichissant. C'est tellement zen. Rangée par rangée, un petit mouvement, un second, un troisième, et on enfonce. Mais tout ceci n'est possible que si vous couvrez bien le sol pour l'hiver. On doit donc y penser en octobre ou lorsque vous taillez une dernière fois les haies pour récupérer les coupes. Bien entendu, vous évitez les tailles de if. Ici, c'était des tailles d'une haie de laurier et de hêtre. En fait, tous les organismes et éléments qui habitent notre jardin devraient évidemment y rester, comme recouvrir le sol avant de se retrouver au compost. Avec les branches, on peut réaliser plein de choses pratiques, même des clôtures. Et c'est ce qui fait tout le charme. On maintient le cycle dans le jardin. Ja, wij tuinieren hier volledig biologisch. Er komen geen sproeistoffen en dergelijke aan te pas. We tuinieren mee met de natuur. Hè. Dat is niet alleen goed en gezond, maar ook natuurlijk. Bon, si vous voulez encore vérifier si votre sol est bien prêt pour être ensemencé, il suffit de plonger votre doigt, hop, il s'enfonce facilement. S'il n'y a pas de résistance, alors le sol est bon, il est prêt. Par de belles journées comme celle-ci, tout le monde, vous allez le constater, va sortir dans son jardin pour y travailler et préparer la pelouse pour l'été. Et préparer l'été, ça signifie le remettre en ordre après l'hiver. Et j'utilise pour cela un outil bien pratique à deux dents. De cette manière, je n'abîmerai pas les plantes qui repoussent.
La première chose à faire, c'est d'ôter soigneusement tout ce qui semble traîner sur le sol et j'essaye de faire cela sans entamer l'intérieur de la bordure, parce qu'il s'agit d'une bordure de plantes vivaces qui, durant l'hiver, meurt en surface, mais qui, durant le printemps, repousse. Et toute cette couche a hiberné, ce qui est positif, puisqu'elle a formé un bon dortoir pour un tas d'insectes très utiles. Mais on peut à présent s'en séparer, puisque les plantes qui vont repousser, elles ont besoin de lumière et d'oxygène. Donc, délicatement, je vais commencer à déblayer la couche supérieure, mais uniquement ce qui est déjà détaché du sol avec cet outil à deux dents. Vous voyez? Et puis, par la même occasion, on fait de la matière à rajouter au compost. Mais n'utilisez pas un râteau trop lourd parce que vous allez certainement... Ah, des jonquilles qui poussent. Parce que vous allez endommager les plantes et ce n'est pas le but. On peut le voir, ici, il y a des jonquilles. Et puis là, je vois des têtes d'allium qui apparaissent. C'est pour cela qu'il ne faut pas travailler avec un râteau trop large, mais plutôt délicatement, tout récupérer, voilà. Et le reste, on le fera à la main et avec un sécateur. Celui qui va nettoyer sa bordure comme cela en début d'année va certainement épargner plus de 3 heures de travail pendant l'été. Parce qu'une bordure comme celle-ci, il faut en profiter. Regardez, de cette manière, le soleil va pouvoir réchauffer le sol plus rapidement. Et en même temps, je peux déjà éviter les mauvaises herbes. Et je l'ai déjà dit, travailler 1 heure aujourd'hui, cela va m'épargner 3 heures cet été. Donc là, je vois déjà un peu de pâturin et une petite égopode ici. Oui, on va la retirer. Donc il ne s'agit pas de ratisser un peu ici et là. On peut vraiment tout nettoyer et bien préparer le sol pour l'été. Ici, vous découvrez une petite égopode qui pointe le bout de sa tête et qui va devenir une mauvaise herbe. Mais si vous l'ôtez déjà au printemps, ça se passera mieux. Voilà, il est temps de couper. Je taille toujours légèrement au-dessus du sol. Vous pourrez alors, en imaginant par exemple que vous vouliez recouvrir le sol ou qu'il neige encore un peu, on ne sait jamais avec les giboulées d'avril, on pourra encore voir les plantes. Donc je laisse toujours un bon 10 ou 15 cm. Pour des herbes comme celle-ci, le plus facile c'est de tout tenir comme ça avec la jambe par-dessus bien bloquée, et voilà, c'est suffisant. Et toute cette matière que l'on récupère va pouvoir alimenter le compost. Si vous faites du compost, il faut toujours du vert et du sec mélangés. Ici, j'ai des herbes de fenouil, déjà de nouvelles pousses. J'en mange toute l'année, avec les plats de poisson, mais aussi juste comme ça. Un sécateur ne doit pas simplement être bien aiguisé. Faites bien attention lorsque vous en achetez un. Il est bien pratique, avec des bras assez longs, ce qui permet de tailler sans devoir trop appuyer tout en y mettant assez de puissance. Et vous pourrez aussi éviter de fatiguer vos poignets en taillant, parce qu'il y a ici, vous voyez, 2 petits anti-chocs. Lorsqu'ils se touchent, cela atténue les chocs, vous voyez. Et par ailleurs, pour se protéger les mains, il y a du gel ici aux extrémités. C'est donc bien pensé et tailler devient un plaisir. Hop là. Les jonquilles aussi seront retirées. Je coupe donc ça à hauteur du sol. C'est un bon abri pour les insectes utiles. Et puis, les plantes ont été protégées durant l'hiver, même par hiver rude, malgré le gel de cette année. Il est préférable que le sol soit un peu recouvert. Jetons un petit coup d'œil, c'est beaucoup mieux.
Et puis, de cette manière, je pense aussi un peu à mes voisins. Ces personnes travaillent en équipe et ils ne sont pas dérangés par le bruit des machines, donc c'est quand même beaucoup mieux. Et c'est bon pour le physique. Regardez, je vois à présent où les nouvelles plantes vont pousser. Les petits bulbes, les alliums, ici encore un groupe de jonquilles et de narcisses. Voilà. Bien sûr, l'avantage, c'est que si vous travaillez avec du bon matériel, un seul manche est nécessaire. Là, je vais me débarrasser du reste. On le fixe dessus. Et on est parti. Avec un ramasse-feuilles en plastique, vous allez bien sûr beaucoup moins abîmer le sol. Et pourtant, je vois où se cachent les mauvaises herbes. Déraciner la touffe des racines de ces mauvaises herbes, comme cet égopode et le paturin, je vais m'assurer de retirer le plus de racines possible, les récupérer pour en ôter un maximum. Bon, ranger, ce sera pour tout à l'heure. Je vais d'abord m'occuper de cette bordure et je vais ôter à la main ici et là les gopodes, les pâturins. Ça va m'épargner pas mal de travail pour cet été, croyez-moi. Regardez ce petit truc, c'est un égopode. Et bien sûr, je m'y attaque avec ma griffe et tenter d'attraper une bonne partie de la touffe de racines. Cette touffe n'est pas une simple racine, c'est une tige qui pousse déjà et je vais tenter de la retirer. Regardez, je l'ai parce que chaque partie qui reste en terre donnera un égopode plus tard. Et cette herbe est comestible, hein? Mais pas mauvais. Une bonne herbe, mais avec le désavantage qu'elle prend tellement de place en se multipliant que les autres plantes en souffrent. Regardez, ça c'est une encolie et juste à côté, il y a un égopode, donc je le retire. Ici une ortie, du paturin, on vérifie bien d'où il provient. Oui, il est là, derrière. Je peux essayer de le prendre, juste comme ça. Et puis avec ma griffe, j'essaie encore de retirer un peu de paturin. Encore un égopode ici. Assurez-vous de bien toujours extraire la partie inférieure, parce que ça devient une plante gigantesque en seulement une année. Ça se répand de chaque côté sur 30 ou 40 cm. Cette herbe est difficile à éliminer avec des produits chimiques. Il faut presque toujours le retirer à la main. Ce sera toujours un plus. Mais comme on a dit, si elles sont trop hautes, coupez-les. Cuisinez-les comme des épinards. Et vous avalerez une bombe de vitamines et de minéraux. If you can beat them, eat them. Ça, ce serait une bonne citation pour l'herbe au goûteux. Et puis on se souvient, ici il y avait ceci, là, cela. C'est comme ça que pense un jardinier au fil des saisons. Et avec la nature, c'est pour cela que c'est si riche. Évidemment, si vous travaillez à genoux, vous verrez beaucoup mieux ces petites plantes que vous pouvez ôter au printemps. Les mauvaises herbes. Oui. Bon, mauvaises herbes, ça veut dire quoi, mauvaises herbes? Ça n'existe pas. Les mauvaises herbes, ce sont des plantes qui poussent simplement là où la nature les a mises. Mais bon, ici, c'est mon jardin, donc c'est moi le patron. Et ça ne va pas forcément vous réussir du premier coup. Mais ce n'est pas grave. On ne cesse d'apprendre. Même en jardinant, ce n'est pas si compliqué. Maintenant qu'on a ratissé cette couche hivernale, on peut tout apercevoir. Oui, ce sont de belles promesses pour l'été. C'est encourageant de les voir déjà maintenant. Alors on sait que ça doit encore pousser et que ça va fleurir. Voyons,
Je vais contrôler l'état de la batterie. Ah, j'ai encore 3 blocs, donc ça suffit. Et avec une seule batterie, je peux alimenter plusieurs appareils, comme ma tondeuse, mon taille-haie, comme ce souffleur, qu'on peut transformer en aspirateur avec un seul bouton. C'est tellement facile. Une bien belle bordure. Je suis passé à la jardinerie la semaine dernière et je me suis retrouvé avec une voiture pleine à craquer. C'était plus fort que moi. Devant moi, derrière moi, il y avait du monde. Et oui, le printemps est bien de retour et ceci, ça doit être planté. Dans ce bac à fleurs, on ne retrouvera pas uniquement des bulbes, mais aussi des herbes. On pourrait dire bac à plantes. Et j'avais donc du thym planté l'année dernière, mais avec le gel, elle n'a pas tenu le coup. Donc j'en ai racheté en pot et ce n'est pas trop cher. J'en ai 2 sortes, ça c'est du thym normal et ici du thym citron que je vais planter. Ah, ce parfum qui embaume. Donc pour planter du thym, il faut surtout bien faire attention à le planter en profondeur et que par-dessous on libère un peu les racines. Voilà, comme ceci. On ouvre en tirant et de là, de nouvelles racines vont pousser. Parce que vous voyez, les racines ont rempli tout le pot, tout autour du rebord. Voilà, on va le mettre en terre. Ceci, c'est du Thymus citriodorus, traduit littéralement par odeur de citron, et il sent en effet, oui, autrement que le thym classique. Et ici aussi, pour les racines du dessous, on peut entailler en croix pour que les racines entraînent un nouvel enracinement. Voilà, regardez. Ici, on a une racine prête à se développer. Bon, on va laisser un peu d'espace parce qu'elles vont encore grandir. Le thym n'a pas besoin de grand-chose. C'est un sol assez meuble, sablonneux que j'ai préparé. Et on peut toujours ajouter un peu de calcaire pendant l'année. Les herbes n'ont pas besoin de beaucoup de substances nutritives. Il faut plutôt vérifier qu'elles ont assez de calcaire. La plupart des herbes du sud ont besoin de calcaire et c'est pareil pour notre thym. Voilà, bien pressé. Et que ce soit humide ou sec, on doit toujours arroser. Si vous venez de planter, vous arrosez. Pour le reste de l'été, cette plante va bien se débrouiller. Il existe beaucoup d'herbes du sud qui résistent bien à un sol aride. Et c'est dû au climat méditerranéen où il y a beaucoup plus de périodes de chaleur. Regardez-moi ça. Ik ben er zeker van als je een grillinette voorstelt. Il est grand temps de tailler les roses. Et ces roses ici, je les avais initialement achetées comme rosiers. Mais je les ai laissées pousser l'année passée et j'ai remarqué qu'en réalité, on a plutôt affaire à un rosier grimpant.
parce que la frontière entre les deux variétés n'est pas toujours très marquée. Ce sont des rosiers qui fleurissent très longtemps en été avec d'innombrables fleurs blanches, comme vous le voyez ici sur les petites têtes, et que je vais donc tailler. Comment? Je vais couper à hauteur de 1 ou de 2 boutons. Il est déjà en train de reprendre avec la chaleur des derniers jours, mais je vais tout de même couper. Là, on voit un bouton, ici c'est déjà coupé. Là, sur cette branche, vous voyez tout ce qui a fleuri en début d'année. Avec les têtes encore présentes, je vais la raccourcir. On taille toujours au-dessus de la tête. Prévoyez un petit sécateur bien aiguisé. Regardez là, un bouton, 2 boutons. On va juste le retirer. Alors, toujours porter des gants, pour ne pas vous piquer à tous ces aiguillons. Tiens, d'ailleurs, est-ce que vous saviez que les roses n'ont jamais d'épines? Les épines, c'est un nom pour les pointes qui poussent à même les plantes ou sur les branches, sur une aubépine par exemple. Mais toute cette littérature des roses sans épines, les contes sur les roses épineuses, ce n'est pas correct. D'un point de vue botanique, on parle d'aiguillons de roses ou de roses sans aiguillons, parce que... Regardez, un aiguillon, c'est en réalité un prolongement de l'épiderme et on peut le détacher très facilement. L'aiguillon, c'est une excroissance à l'extérieur. Une épine, elle, pousse depuis l'intérieur et reste bien attachée. Les roses ont donc des aiguillons et pas d'épines. Allez, ce n'est pas non plus très important pour tailler, mais c'est toujours bon à savoir. Et tant qu'à faire, je veux aussi couper le raisin. On peut aussi le raccourcir. Je l'avais déjà taillé en hiver, regardez, qu'est-ce que je retire ici? Là, je vais aussi laisser 1 ou 2 boutons. Un, 2, ici, coupé. Vous voyez une branche vivante. Ce raisin, c'est un chasteau de Fontainebleau. Oui, je l'ai trouvé comme ça, dans le sol. Ce n'est pas à moi. Un souvenir de l'ancien propriétaire. C'est un très bon raisin de table que l'on peut comparer à notre raisin Léopold ou Royal, mais alors en blanc. Le chasteau de Fontainebleau est une vigne assez vieille qui se prête vraiment bien à la table, à picorer de gros raisins fermes. Il faut faire cela avant que les raisins apparaissent. Pour les vignes en serre, c'est encore différent. Mais pour des raisins comme ceux-ci, contre le mur, c'est un raisin du sud. Mais comme le mur est au sud, ça marche. Ce n'est pas si compliqué. Ça paraît toujours plus compliqué que ça n'est vraiment. On peut tailler à l'œil, mais n'hésitez pas à laisser 1 ou 2 boutons. Ayez un sécateur affûté et qui tienne bien en main. Ça aussi, c'est important. Si vous devez tailler régulièrement, il ne faut pas trop vous fatiguer. On ne peut pas se tromper, même si on coupe trop loin. Il va y avoir de nouveaux boutons endormis sur cette vieille branche et qui formeront de nouvelles roses. Regardez. Cette variété de rosier que j'ai transformée en rosier grimpant, elle va bien arriver à 2 ou 3 mètres. Des rosiers à proximité d'une vigne, ça procure encore un autre avantage. S'il y a des maladies qui attaquent aussi bien les roses que les raisins, vous les remarquerez plus rapidement sur les roses, ce qui vous permettra de soigner votre vigne, de préférence de manière biologique. Je fais ça chaque année avec un mélange à base d'huile essentielle, sur une base de thym, de lavande et d'autres plantes parfumées. Si vous administrez un peu d'huile essentielle à votre plante, vous allez obtenir une plante très résistante aux maladies, parce que les feuilles retirées formeront ainsi une couche impénétrable. Ainsi, tous les parasites vont s'enfuir parce que ce parfum repousse les parasites. Donc, c'est avec ça que j'entretiens mes plantes et c'est totalement biologique. Ce qui donne une bonne sensation.
Si on se nourrit sainement, si on bouge régulièrement, on doit s'assurer que les plantes de notre jardin profitent de cette même philosophie. La santé par-dessus tout, le minimum de poison, le plus possible de biologique. Donc celui-ci va déjà plus loin. C'est une branche latérale plus épaisse que celle qui se trouve ici. Je vais donc choisir de couper plutôt celle-ci, voilà. Et celle-ci, elle prend de la hauteur. Je vais la fixer plus tard. Ah oui, elle va bien arriver à 2 mètres, 2,50 mètres. Hein. Qui aurait pu imaginer cela en voyant un petit rosier? Et tout ce qui a fleuri peut aussi être retiré. On ne doit pas avoir peur de tailler, ça fait fleurir. Alles wat gegroeid heeft, mag. Geen schrikken. Snoeien doet bloeien. Et il est temps de tondre. Et une première coupe sur l'année est très importante parce qu'on ne peut pas la faire trop tôt. Et si le gazon commence déjà à reprendre, alors oui, on peut déjà couper une petite partie. Mais ne tondez pas trop court parce que le gazon doit d'abord renforcer ses racines après un long hiver. On va donc configurer la tondeuse pour qu'elle ne soit pas trop haute. On va la mettre, disons, un bon 4 cm. Voire même plus, 5 cm, voilà. Et on est parti, et sans fil, puisque cette machine fonctionne sur batterie. La même batterie que pour mon souffleur et d'autres appareils. Bref, très pratique. Alors, regardez bien ici, tant que ce petit couvercle se relève ici, comme ça, pendant la coupe, cela veut dire que le bac n'est pas plein. Vous ne devez pas attendre qu'un surplus de gazon coupé reste derrière votre machine pour deviner que la tondeuse est pleine. Tant que le clapet se relève, c'est qu'il y a de la place. On va donc vérifier. Ouais, ce n'est pas encore plein. Voilà, on fait un petit check rapide. Ah, j'ai encore un bloc, ce qui sera suffisant pour rogner un peu. Alors rogner, c'est pour couper les bordures de pelouse, ce que l'on fait avec un coupe-bordure. Mais alors, cette tondeuse bien pratique et cette batterie. Et ce coupe-bordure peuvent arriver chez vous. Pour découvrir comment, rendez-vous sur debit.be et vous verrez. Vous avez déjà noté la présence d'une forme de bague à l'avant. C'est en réalité pour protéger vos plantes.
Tant que vous maintenez la distance de cette bague contre vos plantes sans aller plus loin, comme contre ces petits troncs ici par exemple sur ces arbustes, vos fils n'atteindront jamais vos arbustes et vous n'endommagerez jamais vos plantations. C'est donc le gardien de vos plantes et c'est bien pratique.